Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Hegel, Esthétique, tome 1. Thèse de la dégradation ou de la mort de l'art. Formidable entêtement à vivre et à se développer de l'art. L'art appartient à la sphère la plus haute du développement de l'esprit. L'art est l'entêtement de la forme pure à se manifester, à exprimer de manière palpable un contenu, une pensée. L'œuvre d'art nous met face à nous-mêmes. Dès l'avènement du christianisme, l'art ne doit plus tenter d'offrir le meilleur à nos sens, mais exprimer l'intimité subjective, l'âme, le sentiment de l'artiste ou du divin. Ainsi, le romantisme succède au classicisme. L'art ne trouve sa véritable confirmation que dans la science et sa vraie fin est de porter à la conscience les intérêts les plus élevés de l'esprit. Selon Goethe, le principe suprême des anciens était le significatif, mais le résultat le plus élevé d'un heureux traitement était le beau. Platon, le premier, demanda à la réflexion philosophique que ces objets soient connus, non dans leur particularité, mais dans leur universalité, leur genre, leur être en soi et pour soi. Plus l'artiste est haut placé, plus profond il doit éclairer les abîmes de l'âme et de l'esprit. L'art naît d'une impulsion supérieure et satisfaire des besoins supérieurs ou suprêmes et absolus. L'origine est le fait que l'homme est une conscience pensante et l'art éveille le sentiment qui nous convient, le sentiment agréable. Pour Schiller, chaque individu porte en lui la disposition à être l'homme idéal. L'art a pour tâche de présenter l'idée à l'intuition immédiate, sous la forme sensible. Le contenu le plus élevé que puisse renfermer en lui-même le sujet est la liberté. La liberté est la détermination suprême de l'esprit. Le sujet est réconcilié avec le monde et se satisfait en lui. Chez les Grecs, l'art fut la forme la plus élevée sous laquelle le peuple se représenta les dieux et se donna une conscience de la vérité. Telle est la place véritable et originaire de l'art, considéré comme intérêt suprême de l'esprit. Le beau doit être conçu comme idée ou comme idéal. Beauté et vérité sont la même chose. La beauté naturelle acquiert une relation particulière par sa propriété d'exciter des états d'âme et de s'accorder avec eux. La nécessité du beau artistique se tire des différences de la réalité immédiate et rendre l'extérieur conforme à son concept. La vérité de l'art ne peut être la simple exactitude, l'imitation, mais l'extérieur doit s'accorder avec un intérieur qui soit en harmonie avec lui-même. Pour Aristote, la crainte et la pitié sont les buts de la tragédie, le génie et l'aptitude générale à la vraie production de l'œuvre d'art, aussi bien que l'énergie nécessaire pour développer et réaliser cette aptitude. Le talent et le génie seraient innés dans l'homme, une disposition spécifique. La véritable inspiration s'enflamme face à un contenu déterminé que l'imagination saisit pour l'exprimer de manière artistique. L'inspiration artistique est rien d'autre que le fait d'être entièrement rempli de la chose que l'on veut traiter, d'être entièrement présent à elle et de ne pouvoir se reposer avant de l'avoir marquée et bien circonscrite en elle-même au moyen de la forme artistique. La liberté authentique consiste aussi bien dans la poésie que dans la pensée à laisser régner le substantiel comme une puissance en soi. Ainsi, l'originalité de l'art absorbe toute particularité contingente afin que l'artiste puisse s'abandonner entièrement à l'essor et aux traits de son génie et représenter son véritable moi dans la chose réalisée selon sa vérité. Ne pas avoir de manière a été de tout temps la seule grande manière. Ainsi Homère, Sophocle, Raphaël et Shakespeare sont originaux. L'idée du beau se saisit comme l'esprit absolu. Le sublime n'est renfermé dans aucun objet du monde physique, il n'est que dans notre âme.
Le véritable sublime ne se trouve dans aucune forme sensible. Dieu est le créateur de l'univers, telle est l'expression la plus pure du sublime lui-même. Le principe divin apparaît présent dans certaines espèces d'animaux dans l'Asie en général. Pour les Grecs, le sacrifice des animaux est une chose sainte. Faire un sacrifice s'appelle aussi faire un festin, destinant aux dieux une partie des animaux, la moins agréable au goût. La naissance des dieux en mythologie marque les premiers pas du développement de l'esprit qui commence à s'affranchir de la nature et à établir sur elle sa domination. Le combat de la nature et de l'esprit est la loi du monde, car l'essence de l'esprit, se distinguant comme objet et comme sujet, s'affranchit des lieux de la nature pour apparaître en face libre et victorieux. Les dieux grecs sont des allégories des éléments de la nature. Apollon, dieu du soleil, mais les Grecs ne pensaient pas que la nature était divine. Les divinités sont indépendantes des astres qu'elles représentent. La satisfaction est le sentiment qui naît de l'accord parfait de notre âme avec sa situation présente. Napoléon était satisfait que quand il lui était arrivé quelque chose dont tout le monde était mécontent, car la véritable satisfaction n'est autre chose que l'approbation intérieure que l'individu se donne à lui-même, à ses actions ou à ses efforts personnels. Quelles sont les idées et les affections qui remplissent le cœur humain ? Le moi n'est rempli que de lui-même, de nos individualités, qui à ses yeux est d'une valeur infinie. L'individu attache peu d'importance aux idées générales. Or, 3 sentiments s'élèvent pour l'homme à ce caractère infini: l'honneur, l'amour et la fidélité. Fond principal de la chevalerie. Toute offense à l'honneur est regardée comme quelque chose d'infini en soi et demande réparation. L'apparence est l'objet essentiel de l'art, l'artiste fixant les représentations et devient un but. L'art romantique plongea l'esprit dans les profondeurs de sa nature intime, la concentration de l'âme en lui-même, en elle-même. Le contenu est ce qu'il y a dans l'art, comme dans toute œuvre humaine, qui est l'élément essentiel. L'art, en vertu de son concept même, n'a pas d'autre destination que celle de manifester sous une forme sensible et adéquate le contenu qui constitue le fond des choses. Et la philosophie de l'art a pour but principal de saisir par la pensée abstraite ce contenu et sa manifestation sous la forme du beau dans l'histoire de l'humanité. Cet ouvrage, le tome 1, prononcé par Hegel durant ses années berlinoises 1818-1829, le cours d'esthétique s'est imposé comme une entreprise sans équivalent. Prenant appui sur la réflexion kantienne de la critique du jugement, Hegel la dépasse. 1. En montrant que l'unité qui se réalise dans l'art, entre la liberté et la nécessité, entre l'universel et le particulier, entre le rationnel et le sensible, ne se rencontre pas seulement dans l'esprit du créateur de l'œuvre d'art ou dans celui qui la contemple, mais aussi dans la réalité objective. 2. En établissant que la fusion de l'idée et de son extériorisation sensible ne peut s'accomplir que selon un mode historique, Hegel met en évidence l'idée que l'esthétique est indissolublement liée à l'histoire. Hegel, esthétique, tome 1. Merci.